Alors bonjour à tous, bienvenue au webinaire express d'aujourd'hui qui portera sur la filtration de l'eau des tours de refroidissement. Pendant cette présentation, nous allons discuter de la pertinence évidemment de filtrer l'eau des tours. On va parler également des principaux facteurs d'évaluation des besoins, des différentes technologies qui sont utilisées. Alors tout au long de la présentation, s'il y a des questions que vous avez qui ne sont pas couvertes pendant la discussion, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat dans le Q&A sur votre écran. Un de mes collègues pourra répondre directement aux questions à ce moment-là. Alors, le sujet d'aujourd'hui concerne évidemment la filtration de l'eau des tours de refroidissement, un sujet qui a gagné beaucoup en intérêt depuis plusieurs années, sans doute à cause de la sensibilisation concernant les possibles impacts sanitaires et environnementaux causés par l'entretien ou reliés à l'entretien des tours de refroidissement. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la filtration peut vraiment aider au niveau de l'entretien des tours de refroidissement? La réponse simple, c'est de dire oui, évidemment, sauf que ça présente également certains défis quand on veut faire l'implantation de cette technologie dans notre programme d'entretien. Pour bien comprendre le besoin de filtration pour une tour de refroidissement, il faut prendre un peu de recul et regarder le fonctionnement de la tour de refroidissement. La tour permet une cascade d'eau importante qui va passer à travers un flux d'air qui est également important. On a un exemple ici d'une tour de 400 tonnes, donc une tour de petite dimension, et on peut voir qu'on parle d'à peu près 1200 gallons US, 1200 gallons US minute, avec un flux d'air de 100 000 CFM. Alors on comprend que toute la poussière qui est dans l'air, toutes les particules qui sont présentes dans l'air vont être captées par l'eau qui tombe en cascade et ça va causer un phénomène d'encrassement. Évidemment, on comprend aussi que dépendamment de la localisation de la tour de refroidissement, ça a un impact. Si la tour est située au ras du sol, près d'un boisé ou près d'un axe routier important, bien, on aura beaucoup plus de particules qui vont être captées par l'eau de la tour que si la pièce d'équipement est située en hauteur sur le dessus d'un bâtiment. Donc, la grande majorité des particules en suspension dans l'eau de la tour et qui vont s'accumuler avec le temps proviennent donc de l'environnement direct. Mais il y a quand même d'autres éléments, d'autres contaminants. Particulièrement si vous êtes dans un domaine industriel, il peut y avoir des contaminants qui proviennent du procédé. Ça peut être la poussière qui provient du procédé, mais ça peut être également qu'il y a un contact direct entre l'eau de refroidissement et le procédé, ce qui peut générer des particules en suspension dans l'eau. Autrement, reste quand même le contaminant ou les contaminants qui proviennent de l'eau brute, principalement si c'est une eau de source privée et non pas d'un aqueduc, parce que rarement l'aqueduc va contenir des particules en suspension. Mais quand on a une eau de source privée, bien évidemment, on pourra avoir ça. Et finalement, bien, il peut y avoir des résidus qui sont déjà dans la tour de refroidissement qui peuvent s'effriter, par exemple des dépôts calcaires, par exemple des résidus de corrosion. Donc, l'ensemble de ces particules-là peuvent poser ou vont causer des phénomènes d'encrassement. Et qui dit encrassement dit perte d'efficacité et des besoins d'entretien supplémentaires. De là, le besoin de filtration. Donc, la solution, quand il y a des particules en suspension, bien, il n'y en a pas beaucoup. On ne peut pas penser en fonction de purge ou en fonction d'une chimie qui va venir annuler l'effet de ces particules-là. Il faut les enlever, les retirer mécaniquement, et ça se fait avec un système de filtration. Donc, ça semble très simple, c'est un filtre, mais en même temps, ça peut être extrêmement complexe quand on veut en faire l'implantation. Donc, quand on parle de simplicité, parlons de la définition. Définition de la filtration, c'est l'enlèvement de particules qui sont contenues dans l'eau. C'est également un équipement qui est conçu pour capter ces particules-là et les rejeter d'une certaine façon, soit en les enlevant mécaniquement ou par un lavage tout simplement. Alors, il faut aussi comprendre que le filtre en question va avoir une capacité ou une performance d'enlèvement des particules en fonction du média qu'on va utiliser. Par exemple, dans les petits croquis qu'on a ici, on peut voir que si je filtre à travers un gravier, bien, les orifices sont beaucoup plus grands, ce qui veut dire que les particules de plus grande dimension vont passer à travers le média. Si je filtre avec du sable, je vais avoir de loin une meilleure performance. Donc, il y a toute une panoplie de différents médias qui peuvent être utilisés. Et on va choisir le média en fonction du besoin, de ce qu'on souhaite atteindre comme résultat. Avant de décider d'implanter un système de tour de refroidissement, bien, il y a plusieurs questions à se poser. Il y a des facteurs à considérer. Et parmi ces facteurs-là,
Bien, le premier, c'est la pertinence d'utiliser la filtration. Est-ce qu'il y a lieu? Est-ce qu'il y a des situations qui nous permettent de conclure que c'est vraiment un élément essentiel? C'est la première chose à considérer. La deuxième, il faut aller plus loin. Il faut vérifier qu'est-ce qu'on a vraiment à retirer. C'est quoi le nombre de particules? C'est quoi la nature des particules? La densité, la grosseur des particules. Donc, il faut faire cette analyse-là. Il faut également considérer les débits. Donc, le débit de filtration qu'on aura besoin, et également les débits de lavage, parce que le filtre va nécessiter un lavage, donc il va falloir considérer les débits d'eau qu'on a besoin. Le niveau d'intervention du personnel est également une chose à considérer, parce que certains systèmes vont demander beaucoup d'intervention, alors que d'autres sont pratiquement sans aucune intervention. Alors, si on parle de pertinence, bien, il y a plusieurs façons d'évaluer la pertinence de la filtration. La première, qui est la plus évidente pour un système qui est en opération, c'est de regarder les évidences quand on fait l'inspection de l'équipement. Alors, si vous reconnaissez vos systèmes dans les photos qu'on voit ici, dites-vous bien qu'il y a une évidence de besoin de filtration. Ce n'est pas toujours aussi extrême, mais ces cas-là, et l'inspection nous permet de détecter des situations de ce type-là. Quand la tour n'est pas encore installée, on parle de nouvelle installation, à ce moment-là, il faut plutôt anticiper quel sera le risque d'encrassement. L'anticipation, bien, ça se fait en faisant les observations sur l'environnement. Alors, est-ce que je suis près d'une source de contaminants, près d'une source de particules? Est-ce que je suis à proximité d'un transfert routier? Ou encore, est-ce que ma tour est installée dans un enclave sur un toit? Totalement différent comme situation. L'autre élément qu'il faut considérer, c'est vraiment les besoins critiques de l'installation. Certains principes ou certains systèmes de refroidissement requièrent une qualité d'eau extrêmement élevée. Ça peut être pour prévenir des phénomènes d'encrassement, ça peut être pour prévenir des problèmes d'abrasion, mais dans tous les cas, quand il y a des situations de cette nature-là, il faut les adresser. Alors, ce n'est plus nécessairement ce qu'on peut constater visuellement, mais c'est plutôt les prérequis pour le système en question. Quand on n'a rien de tout ça, il y a quand même un principe de base qui existe, et c'est de dire si j'ai une concentration en matière en suspension qui excède 50 parties par million, donc on prend un échantillon, on peut faire l'analyse en laboratoire. Si on excède 50 parties par million, généralement, c'est une indication qu'on a besoin d'un système de filtration. Maintenant, c'est bien beau, 50 parties par million, c'est beau ces observations-là. Ça ne nous dit pas quand même la nature des particules qu'on doit éliminer. Alors, les particules, on peut les mesurer. Et typiquement, ce qu'on a vérifié dans le passé ou ce qu'on a comme statistique, c'est que dans une tour de refroidissement, et encore là, ça peut aller aux extrêmes, mais en général, les particules vont varier de 1 à 25 microns en termes de dimension. Alors, pour faire un point de comparaison, un grain de sel, on parle d'environ 100 microns, et ce qui est détectable à l'œil humain, on parle d'environ 40 microns. Alors, on s'entend qu'à 25 microns, les particules dans l'eau de la tour de refroidissement ne sont pas détectables, pas visuellement, à moins qu'il y en ait une quantité phénoménale, et là, l'eau devient turbide, et bon, là, il y a une certaine évidence, mais ce sont des cas extrêmes. Mais généralement, on ne peut pas distinguer la présence des particules. Et encore moins quand il s'agit de bactéries. Les bactéries demeurent des particules, mais de très petites dimensions, que généralement, on n'essaiera pas, on ne tentera pas de filtrer, mais qui sont quand même présentes. Donc, pour aller plus loin dans l'évaluation, il faut procéder à ce qu'on appelle une évaluation de taille et de volume des particules. Alors, les graphiques qu'on voit ici, ça explique un peu la répartition des particules dans l'eau d'une tour de refroidissement. Évidemment, ceci, c'est un exemple, mais qui est assez représentatif de ce qu'on retrouve en temps normal. Ce qu'on peut retrouver sur le tableau du haut, c'est la répartition du nombre de particules en fonction de la grosseur de la particule. Donc, au premier coup d'œil, on constate que la première colonne ou les premières colonnes correspondent aux particules de plus petite taille, mais en même temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles contribuent à une très grande partie, une très grande proportion des particules qu'on retrouve dans la tour d'eau. Le graphique du bas, au contraire, lui, ce qu'il montre, c'est la contribution des particules au volume, c'est-à-dire à la quantité de boue qu'on peut accumuler à partir de l'accumulation de ces particules-là. Donc, si on fait la comparaison des deux tableaux, on peut voir que les particules de très petite dimension, qui contribuent à beaucoup au nombre de particules,
Bien, en termes de volume de dépôt, ça correspond à très peu. Donc, en général, puis encore une fois, on a fait plusieurs évaluations. En général, on peut dire que la taille moyenne des particules dans une tour de refroidissement, on parlait de 1 à 25 microns, mais la moyenne serait autour de 2 microns. Alors, on pourrait penser qu'il faut filtrer vraiment fin pour être capable de prévenir les phénomènes d'encrassement. Ce n'est pas tout à fait réel. Alors, quand on regarde les chiffres qu'on a ici, les particules, on peut dire que les particules qui ont moins de 4,4 microns, et ça, c'est une statistique basée sur une étude de 20 à 30 tours de refroidissement, les particules de 4,4 microns et moins contribuent généralement à environ 80 du nombre de particules dans l'eau. Par contre, la même particule, les 4,4 microns et plus petites en termes de taille, contribue seulement à 6 du volume de boue qu'on peut accumuler. Donc, on comprend très bien par ces comparaisons-là ou par ces chiffres-là qu'on ne doit pas s'attarder nécessairement sur les petites particules, mais plutôt sur les particules de grande dimension. Le tableau qu'on a ici, c'est les mêmes graphiques, mais on a les chiffres pour nous donner un meilleur aperçu, une meilleure interprétation des résultats. Et bon, on va s'arrêter, on ne regardera pas tous les chiffres dans leur ensemble, mais si on regarde la partie qui est surlignée et qui est encadrée, on peut voir que les particules, dans le cas présent, qui varient autour d'un maximum de 5,7 microns, contribuent à 90 du nombre de particules qu'on retrouve dans l'échantillon. Par contre, si on regarde la contribution au volume, bien, on parle de 7 de contribution, ce qui est vraiment marginal. Or, la conclusion, encore une fois, c'est qu'on doit s'attarder sur les particules de plus grande dimension qui, généralement, vont être au-dessus de 5-6 microns, pour s'attaquer aux 80 à 90 de la masse de solide. Un autre chiffre qu'on peut porter attention, dans l'analyse de particules, on va évidemment dénombrer le nombre de particules. Alors, c'est le chiffre qu'on trouve dans le bas de la colonne. Et dans le cas présent, on parle de 6447 particules. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Bien, pour vous donner un point de repère, dans l'étude qu'on a faite sur justement une trentaine de tours de refroidissement, autant de type commercial qu'industriel, ça varie environ de 1000 unités ou 1000 particules jusqu'à plus de 100 000 particules. Donc, ça vous donne une idée à quel point ça peut varier. Donc, il faut vraiment faire une analyse complète, exhaustive, à savoir les particules, de quelle dimension contribuent à la formation de dépôts. Et c'est à ces particules-là qu'on doit s'attaquer. Maintenant, dans les autres critères qui ont été soulevés, les critères d'évaluation, les facteurs à considérer, il y a les débits et la pression. La pression, c'est un cas un peu particulier. C'est surtout dans les installations où la tour sera située en hauteur. Je parle dans la hauteur d'un bâtiment, un bâtiment de plusieurs étages. Ça peut créer une pression si la salle mécanique se trouve au ras du sol. Donc, on comprend que la pression à ce moment-là sera trop grande pour la majorité des installations ou des équipements de filtration conventionnels. Il faut penser à ce moment-là qu'on va se tourner vers des conceptions sur mesure. Là où c'est plus important, on parle évidemment des débits. Alors, le débit de filtration et les débits de lavage. Le débit de filtration, en fait, il faut regarder le type d'installation qu'on va utiliser. Alors, quand je suis en filtration en dérivation, c'est-à-dire que je prends une partie du débit de la circulation de refroidissement et c'est ce que je vais filtrer, la règle de base, c'est qu'on va utiliser environ 5 à 10 du débit de circulation comme étant notre critère ou le besoin de filtration pour ce système-là. Dans certains cas, par contre, la masse d'eau, le volume d'eau du réseau est disproportionné. Et à ce moment-là, il vaut mieux se fier sur la filtration du volume du réseau et on va viser à ce moment-là de filtrer environ le volume total une fois par heure. Le deuxième type de débit, bien évidemment, c'est celui du lavage. Les filtres immédiats principalement requièrent un débit d'eau qui est souvent assez important pour faire le lavage. Donc, il faut s'assurer à la base que j'ai suffisamment de capacité de débit d'eau pour être capable de procéder au lavage. Sinon, bien, on va se ramasser avec un problème. Alors, au lieu d'avoir une grosse pièce d'équipement, un filtre de grande dimension, on devra plutôt aller avec plusieurs filtres de plus petite dimension pour s'assurer que notre débit d'eau fraîche va permettre de faire le lavage sans problématique. Alors maintenant qu'on a déterminé vraiment le besoin
le besoin de filtration, on va se pencher un petit peu plus sur le côté des technologies qui peuvent être utilisées pour effectuer la filtration des systèmes de refroidissement. Le premier équipement montré ici, c'est ce qu'on appelle le filtre cyclonique. Donc, ce n'est pas vraiment un filtre, mais plutôt un séparateur de particules. Le principe est basé sur un phénomène de vortex où les particules vont avoir tendance à s'accumuler sur les parois et à décanter, et on va pouvoir les retirer par une purge de l'équipement. L'avantage, évidemment, on parle d'un système qui a très peu de pièces mobiles et très peu d'entretien qui va être requis. Par contre, il faut considérer que quand j'élimine les particules par une purge, je fais une purge d'eau traitée. Donc, en faisant ça, je débalance, ni plus ni moins, l'équilibre de mon traitement dans mon réseau. L'autre point qu'il faut également considérer, c'est que le filtre par cyclone, le cyclonique, c'est un filtre qui a une performance qui est quand même assez limitée. À moins que les particules soient de très haute densité, le niveau d'enlèvement va se limiter autour de 40 microns. Alors, quand on se rappelle que les particules typiques qu'on retrouve dans le tour de refroidissement varient de 1 à 25 microns, on comprendra qu'un équipement de cette nature-là ne sera pas efficace dans un cas conventionnel ou typique. Donc, la performance est vraiment reliée à la densité des particules. Un autre système totalement mécanique qui peut être utilisé, c'est un filtre à tamis auto-nettoyant. Donc, on parle ici de tamis, évidemment. Et tamis auto-nettoyant veut dire qu'il y a des genres de brosses, des genres de balais qui viennent nettoyer continuellement le tamis pour éviter qu'il y ait une accumulation et une perte de charge. Donc, c'est un filtre qui est quand même efficace, qui demande relativement peu d'intervention. Mais encore une fois, deux inconvénients. Le fait que les purges d'eau ou le lavage se fait avec de l'eau traitée, donc un débalancement du programme de traitement d'eau qui est en place, et également que la performance de l'équipement est relativement limitée. On parle généralement 15 microns dans les meilleures conditions, plus souvent autour de 20 microns. Le troisième principe de filtration, c'est d'utiliser des sacs ou des cartouches. Alors, c'est un équipement qui a une performance qui est ajustable, et ça, c'est un avantage important, c'est qu'on peut choisir le média filtrant ou la poche ou la cartouche en fonction du besoin de filtration. Donc, si on veut filtrer du 20 microns, on va filtrer avec une poche de 20 microns. Par contre, un équipement comme celui-là va être extrêmement exigeant au point de vue des interventions manuelles par les opérateurs. On s'entend que le sac ne se nettoie pas automatiquement, doit être retiré et remplacé, ce qui signifie donc une intervention et ce qui signifie également une consommation de sacs, une consommation de cartouches, ce qui va augmenter le prix ou le coût d'opération d'une façon drastique et l'économie qui aurait été faite initialement, parce qu'on s'entend qu'un système comme celui-là peut être un peu plus économique qu'un filtre conventionnel, généralement, le coût d'opération va nous rattraper très rapidement. Le dernier type de filtre est le plus conventionnel pour un système de tour de refroidissement. C'est un système par média. Donc, on va filtrer sur un média, typiquement du sable, du charbon, un sable de verre. Il y a différents médias qui peuvent être utilisés selon la performance qu'on veut obtenir. Et le système est mieux adapté que les autres types de filtration parce qu'on va faire un nettoyage à partir de l'eau fraîche et non pas à partir de l'eau du réseau. Donc, ça nous permet de garder une beaucoup plus grande stabilité du programme de traitement. Également, on constate que cet équipement-là fonctionne, ou le lavage fonctionne sur une base automatique qui va être basée sur la détection d'un différentiel de pression. Donc, il n'y a pas d'intervention à faire pour démarrer les nettoyages du système de filtration. La performance du filtre, typiquement, en théorie, un filtre à média de cette nature-là va filtrer autour de 5 à 10 microns. C'est à peu près la meilleure performance qu'on peut espérer. Mais dans la réalité, c'est un peu différent. Parce qu'il faut considérer qu'à la surface du média, il va se bâtir ce qu'on appelle un gâteau, un cake. Donc, un gâteau qui se bâtit et qui va finir par filtrer davantage que le média par lui-même. Donc, au lieu d'avoir une filtration de l'ordre de 10 microns, on va se ramasser avec une performance qui va avoisiner beaucoup plus les 1 micron, ce qui est de loin supérieur. Donc, le principe, c'est un principe qui est très adapté au tour de refroidissement
Par contre, il demande un certain entretien. Il faut s'assurer que le média est en bonne condition, il faut le désinfecter au besoin, et je dois vous dire qu'il faut absolument s'assurer que la condition et que l'entretien du média est adéquat, sinon on peut se ramasser avec une source de problème plus qu'une source de solution. Parce que le média peut être encrassé par un biofilm, les bactéries pourraient se développer et pourraient amener des conséquences au point de vue de recontamination du réseau. Mais tout ça, ça peut être contrôlé par un entretien préventif adéquat. Reste le mode d'utilisation et le mode d'installation des filtres. Il y a 3 grands principes. On peut, comme on l'a montré tantôt, on peut aller avec une filtration plein débit. Filtration plein débit signifie qu'on va prendre la totalité de l'eau qui est acheminée vers un équipement de refroidissement. Ce n'est pas nécessairement toute l'eau de la tour de refroidissement parce que ça pourrait être considérable, quoique ça peut se faire. Mais généralement, quand on va retrouver de la filtration à plein débit, c'est vraiment pour un équipement critique. Donc, on va mettre un filtre en amont de cet équipement-là pour faire la filtration à plein débit, pour protéger cette pièce-là. La deuxième façon, qui est beaucoup plus conventionnelle, on parle de la filtration en dérivation. C'est ce qu'on va retrouver dans la majorité des installations. Alors, généralement, c'est une partie d'eau qui est prise à même la circulation d'eau vers le réseau et cette partie-là va être filtrée en continu pour assurer qu'on ne concentre pas, qu'on n'accumule pas de particules en suspension dans l'eau. Donc, on parvient à maintenir une certaine concentration qui est acceptable pour le réseau. Le troisième moyen, c'est vraiment la filtration au bassin de la tour. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre filtre pour chercher l'eau. On va aller chercher l'eau directement dans le bassin et on va la retourner dans le bassin. En fait, c'est une comparaison que je pourrais faire. Quand on parle de filtration en dérivation et filtration au bassin, pensez à une piscine où vous faites la filtration par l'écumoire ou la filtration par le drain de fond. Alors, le dernier raccordement ou le raccordement directement au bassin permet de préserver ou de protéger non seulement le réseau, mais également le bassin et la tour de refroidissement elle-même. Mais encore là, pour être plus performant, parce qu'on ne peut pas s'assurer juste par un retour et aller dans le bassin de la tour de refroidissement, on ne peut pas s'assurer d'avoir une turbulence suffisante pour éviter l'accumulation de débris et de dépôts dans le fond de la tour. Alors de là, la recommandation d'installer des diffuseurs et des collecteurs de façon à créer cette turbulence-là et éviter toute accumulation de dépôts dans le fond de la tour de refroidissement. Vous avez une petite vidéo ici qui montre un peu le phénomène. Alors, on comprend que les particules ne sont pas très lourdes, faciles à entraîner. Donc, en créant cette turbulence-là, on les retourne vers le filtre, on peut les éliminer très facilement, ce qui optimise notre moyen de filtration. Donc, voilà comment on élimine les particules. Voilà comment on peut contrôler les particules dans une tour de refroidissement. Maintenant, comment on peut mesurer les bénéfices pour l'utilisateur? Premier bénéfice, évidemment, c'est au niveau de l'économie d'énergie. On sait pertinemment qu'une surface propre conduit mieux la chaleur, conduit mieux l'énergie qu'une surface qui est encrassée. Donc, premier point d'économie ou premier bénéfice, c'est vraiment l'économie d'énergie. Également, un système qui est encrassé ne permet pas une aussi bonne distribution d'eau. Donc, quand on parle de distribution d'eau, on parle évidemment en termes de performance de notre système, performance globale du système de refroidissement. Troisièmement, les interventions qu'on doit faire pour l'entretien, principalement au niveau des bassins d'eau chaude, bassins d'eau froide, et on peut parler également des échangeurs de chaleur. Souvent, on doit faire un entretien, donc on doit arrêter le système pour faire un entretien. Si le filtre permet d'éliminer ou de réduire considérablement ces besoins d'entretien-là, on est gagnant, c'est un bénéfice majeur. Un autre point, c'est vraiment la prévention de la corrosion. Évidemment, vous avez un programme de traitement qui est là pour prévenir la corrosion, mais on s'entend qu'une surface qui est encrassée, on ne peut pas protéger adéquatement contre la corrosion. Et non seulement le produit ne peut pas le protéger, mais sous déposition, il y aura généralement toujours des phénomènes de corrosion difficiles à contrôler. On peut également penser à une plus grande efficacité de l'ensemble des produits de traitement qui sont utilisés, autant les biocides comme les dispersants. Alors, quand il y a des particules dans l'eau, on sait que ce sont des particules nuisibles
au travail des produits de traitement. Donc, on a un bénéfice supplémentaire. On va aller chercher une beaucoup plus grande efficacité du programme de traitement d'eau en général. Et finalement, parlons du risque de croissance légionnelle. On sait que la légionnelle va se développer d'une façon beaucoup plus grande dans un système mal entretenu, un système qui a des signes d'encrassement, des systèmes qui montrent des signes de déposition calcaire ou de corrosion. Donc, en ayant ce genre de contrôle-là, on améliore le contrôle de la légionnelle. Alors, on a vu les avantages, tous les bénéfices de filtrer la tour de refroidissement, mais il y a des règles à suivre pour parvenir à ce point-là. Alors, il y a 5 règles qu'on doit observer quand on pense à faire l'implantation d'un système de filtration pour améliorer notre programme d'entretien. Premièrement, une évaluation pertinente des besoins. Il faut connaître notre système, il faut connaître la susceptibilité à l'encrassement et on va réagir en conséquence. On va choisir nos systèmes en conséquence. Ce qui nous amène, pour être capable de faire cette sélection-là et faire ce choix-là, il faut faire une analyse qui est exhaustive, une analyse qui est pertinente, et ça veut dire l'analyse de particules qui sont nuisibles. On l'a vu tantôt, on ne peut pas s'attaquer aux particules de l'ordre d'1 micron, on va s'attaquer aux particules de plus grande dimension. Mais il faut toujours connaître quelles sont ces particules-là avant de prendre une décision et choisir notre équipement d'une façon réfléchie, qui est notre 3e règle. La 4e règle, c'est l'installation. Est-ce que je dois installer mon système à plein débit? Est-ce que je suis en dérivation ou est-ce que je veux également protéger mes bassins? Alors, la sélection du mode d'utilisation ou d'installation est une autre règle à suivre. Finalement, ça prend un programme d'entretien approprié. Dépendamment du système de filtration qu'on aura jugé bon d'installer, le programme d'entretien rentre en ligne de compte, principalement si on parle d'un système à média, qui est toujours avantageux pour un système de tour de refroidissement. Encore faut-il que le programme d'entretien soit en conséquence. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons que l'information que nous avons communiquée pourra vous être utile. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les faire parvenir à infomagnus.ca. C'est avec plaisir qu'on communiquera avec vous les informations demandées. Et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire de la semaine prochaine qui va concerner les inspections et l'entretien des tours de refroidissement. Alors merci, à bientôt.